Bonjour Michel Roux. Bonjour. Donc vous êtes, je crois, agricultrice ou paysanne. Paysanne. Paysanne, d'accord. Et aussi au comité national de la Confédération paysanne. Oui, c'est ça. D'accord. Donc là, syndicaliste aussi. Syndicaliste, voilà. D'accord. Et voilà, on vous a demandé à Canal Pourpre de venir aujourd'hui parce que il y a une campagne qui s'appelle Envie de paysans. On voulait en savoir un peu plus par rapport à cette campagne. De ce que j'ai lu, j'ai cru comprendre qu'elle n'était pas sans lien avec aussi la loi de programmation d'avenir agricole là, qui est déjà passée en première instance au Parlement et qui va passer bientôt au Sénat, je crois. Et donc savoir un peu comment est née cette campagne et quel lien vous faites avec donc, cette loi voilà, sur l'avenir de l'agriculture qui est en train de passer au Parlement. Alors la campagne Envie de paysans a commencé en fait au moment des débuts des négociations sur la politique agricole commune, qui démarre là cette année, en fait la nouvelle politique agricole commune. Donc au début, ces négociations, elles avaient lieu au niveau européen. Donc la campagne Envie de paysans a commencé, a été précédée par une campagne qui s'appelait Good Food March, une marche pour une meilleure alimentation, qui était au niveau européen, donc dans tous les pays d'Europe. Et ça a duré plusieurs mois. Il y a eu notamment des actions ici à Bergerac, il y en a eu dans toute la France. Il y a eu des actions à Bruxelles. Et ensuite, en dernier lieu, des actions à Strasbourg. Ça, c'était au niveau européen. Et ensuite, on a relayé cette campagne au niveau français, puisqu'une fois que la nouvelle PAC était votée et décidée, puisque au niveau européen, comme vous le savez, c'est pas complètement démocratique, loin de là. Le Parlement est certes élu d'une manière démocratique, mais il a un tiers des pouvoirs, si on peut dire. Et donc, une fois que c'était décidé au niveau européen, ça venait dans les différents pays, puisque les pays ont une large marge de manœuvre au niveau de la PAC cette fois. Malheureusement, je vais dire, puisque chacun, les 27 pays, défendent leur bout de gras et se moquent en fait de l'unité de l'Union, quoi. Non, rien à faire. Chacun essaie de s'en tirer le mieux possible, voilà. Alors, donc cette campagne on a décidé, nous, quand on a défendu une PAC plus juste, une PAC plus équitable, c'est ce qu'on défend en fait, pour une meilleure alimentation, une meilleure politique agricole, on a relayé par une campagne qu'on appelle Envie de paysans. Alors juste avant, donc justement le fait que chaque pays puisse un peu faire la PAC à sa sauce, d'après ce que je comprends, est-ce que pour vous c'était aussi donc l'occasion donc qu'elle soit influencée dans un sens que vous trouvez plus... Ou est-ce que vous étiez d'accord avec ce qui s'était passé au niveau européen, au niveau de la PAC ? Alors, ce qui s'est décidé au niveau européen, au départ, c'est le commissaire européen à l'agriculture qui avait fait sa copie. Et pour nous, elle n'était pas mauvaise, la copie de la Cianciolo. Pas trop mauvaise. Il y a pire, il y a eu bien pire avant. Malheureusement, ça a été détricoté par la Commission, surtout par les ministres de l'agriculture des différents pays. Malgré tout, il en est sorti quelque chose. Si c'était resté en l'état, au niveau français, ce serait mieux que ce qui en est sorti maintenant. Que ce qui a été décidé ensuite par le ministre de l'Agriculture français et surtout par le président de la République français. Donc, le fait que la France décide dans son coin de la PAC, ça veut dire que c'est la FNSEA qui décide. Le syndicat dit majoritaire, qui n'a pas la majorité absolue en France, mais qui se dit majoritaire tout le temps, et qui tient la main du président de la République, la main du ministre de l'Agriculture pour décider des politiques. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'elle avait décidé qu'est-ce qu'elle avait décidé au niveau européen, cette PAC qui allait dans le bon sens, oui, qui n'a quand même dans le bon sens. Oui. Alors, elle n'avait pas décidé le plafonnement. Ça, c'était pas bien. C'est le plafonnement des primes. Nous, bien évidemment, on réclame le plafonnement depuis des années. C'est complètement scandaleux que des gens, à eux tout seuls, puissent avoir des primes de 200 000 euros, 300 000 euros, des choses comme ça. Donc, ça n'a pas été plafonné ou à 300 000 euros, ce qui fait rigoler. 300 000 euros plafonnés par exploitation. Ça peut être une personne qui touche 300 000 euros d'argent public. Ou la reine d'Angleterre, si je ne m'abuse. Oui, mais bon, on peut dire la reine d'Angleterre, le prince de Monaco, mais nous, personnellement, on s'en moque parce que les gens qui touchent le plus, c'est pas eux. Hein. On les connaît pas, en fait, on connaît pas leur nom. Les gens qui ont bloqué Paris, là, il y a quelques semaines, c'est ceux-là qui touchent des primes énormes. Voilà, on connaît pas leur nom, mais ils existent et ce sont des paysans français, en particulier, pas que, mais voilà.
Donc ça n'a pas changé, ou à peine. En revanche, ce qu'ils avaient décidé, c'est ce qu'on appelle la convergence. La convergence, ça veut dire que les primes devraient être identiques dans tous les pays, déjà, ce qu'on appelle la convergence externe, c'est-à-dire qu'un paysan roumain et un paysan français pourraient toucher des primes pas identiques, puisque c'est par hectare, malheureusement, hein, c'est pas par ferme. Mais donc, ce serait identique à l'hectare. Donc ça, c'est la convergence qui a été décidée par l'Europe. Et deuxième convergence, la convergence à l'intérieur de la France. Parce qu'à l'intérieur de la France, vous avez des paysans qui touchent des sommes, par exemple, 1 000 € par hectare, et d'autres qui touchent 150 € par hectare. Donc la convergence, ça veut dire que tout le monde, on fait une moyenne, et puis tout le monde doit toucher la moyenne. On n'a pas abouti à ça. L'Europe a donné le choix entre 60% de convergence jusqu'à 100% de convergence. La France, mauvais élève, a choisi 70% en 2019. Donc on n'y est pas encore. Hein. Donc on aura encore des grandes différences entre, par exemple, Picardie et Dordogne, par exemple. Voilà. Donc on n'a pas choisi la convergence. Le ministre de l'Agriculture français s'est battu pour obtenir une redistribution aux premiers hectares. C'est-à-dire, alors, il a obtenu 52 premiers hectares. Pour les 52 premiers hectares, on a plus que pour les hectares suivants, quand on a une grosse ferme. Si on n'a que 20 hectares, eh ben, on a plus pour les 20 hectares qu'on a. Voilà. Et on pouvait mettre 30% de ce qu'on appelle l'argent du premier pilier. En France, ça représente 7,5 milliards d'euros. Ça s'appelle le premier pilier. C'est des termes un petit peu techniques. 30% de ces 7,5 milliards pouvaient aller aux premiers hectares, ce qui était une avancée, puisque qu'on soit gros ou petit, on avait quand même déjà une certaine somme supplémentaire avant de commencer. La France a décidé de ne mettre que 20%, donc moins. Et puis, nous, on voulait que ce soit sur les 25 premiers hectares, ils ont mis sur les 52 premiers hectares. Bon, et comme ça, plein d'autres, ils pouvaient accorder 2% du premier pilier aux nouveaux installés. La France a décidé de n'accorder que 1%. Tout ça, là, c'est dans ce que vous me dites, là, c'est dans la loi d'avenir agricole. Non, c'est dans la déclinaison de la PAC au niveau français. D'accord. Donc nous, on se bat, on a fait la campagne Envie de paysan pour dire, nous, ce qu'on veut, ça se résume assez facilement. Envie de paysan, ça veut dire que nous, on veut des paysans sur les territoires. On est aujourd'hui en France à 3% de la population active qui sont des paysans. On est au seuil le plus bas pour qu'un pays puisse rester... comment on pourrait dire, sans danger de famine. C'est à ce point-là. Hein. C'est-à-dire que s'il y arrivait une grosse catastrophe, quelque chose de, je ne sais pas moi, comme il y avait eu par exemple 39-45, voilà, c'est une guerre, c'est une grosse catastrophe. En France, on ne peut pas dire qu'il y a eu la famine à ce moment-là, même si des gens avaient faim. Il y a quand même eu de la nourriture tout le temps parce qu'il y avait encore beaucoup de paysans et que tout le monde connaissait un paysan quelque part à qui il pouvait aller acheter des patates, du fromage, du jambon ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, c'est fini. Parce qu'on est descendu trop bas. Nous, on pense qu'il faut absolument remonter, qu'on peut avoir... En France, on n'a plus que entre 400 et 500 000 paysans. Il peut y en avoir sans problème 1 million, avec tous les emplois, multipliés par 7 pour tous les emplois. Si les politiques qui avaient été menées étaient correctes, eh bien, on aurait encore 1 million de paysans en France et on n'aurait pas les chômeurs qu'on a aujourd'hui, qui font pleurer Hollande. C'est de sa faute si on est comme ça. Hein. Bon, donc, il peut pleurer s'il veut. Voilà, donc ça, c'est notre campagne Envie de paysan. C'est notre avenir, c'est l'avenir de notre pays, c'est l'avenir de nos territoires, c'est l'avenir de nos enfants, c'est notre alimentation, c'est tout, quoi. Envie de paysan. Il faut qu'il y ait des paysans et des paysannes, bien sûr. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas vous dire que finalement il faudrait qu'il y ait plus de productivité et qu'on peut produire donc plus d'alimentation avec moins de monde et que c'est la marche du monde? Non. Évidemment, on ne croit pas à ça et on le sait, il y a des études qui le montrent de plus en plus. Aujourd'hui, des scientifiques de l'INRA, des économistes le montrent. Si on passe à un seuil trop bas de paysans, on est en danger de famine et il suffit de rien pour qu'il n'y ait pas assez à manger. D'autre part, ce qu'on produit... Excusez-moi, si on parle d'une manière pas très correcte, on va dire c'est de la merde. Dans beaucoup de cas, ce n'est pas des produits de qualité. Ce qu'on mange, comme dit Pierre Rabhi, il dit on ne doit pas se dire bon appétit, mais bonne chance quand on commence à manger, hein, avec tout ce qu'on peut avaler comme chimie dans nos aliments.
Les pays qui s'en sortent le mieux pour fournir de l'alimentation en quantité suffisante et de qualité à leur population, ce sont des pays qui ont maintenu une agriculture, ils disent familiale au niveau du monde entier. Hein. Nous, on n'emploie pas ce terme de familiale, on dit paysanne. Une agriculture des fermes petites et moyennes qui produisent de l'alimentation de qualité en quantité suffisante et proche des zones de consommation. Donc c'est pas, et il ne faut pas croire que l'agriculture paysanne n'est pas productive. L'agriculture paysanne fait beaucoup de valeur ajoutée, contrairement à une agriculture industrielle. L'exemple de la ferme des 1000 vaches dans la Somme, c'est un très bon exemple. C'est une agriculture dans laquelle le lait n'est qu'un sous-produit de la merde des vaches. On croit rêver. Vous pouvez détailler un petit peu ce projet des 1000 vaches Alors, j'en parle, je ne devrais plus en parler puisqu'on a gagné, ça y est. La ferme des 1000 vaches ne se fera pas. On a réussi, avec l'action qu'on a fait il y a une dizaine de jours, s'enchaîner au poteau de la ferme des 1000 vaches pendant plusieurs heures. Ça nous a permis de gagner un rendez-vous avec le ministre Cécile Duflot pour l'habitat et je ne sais plus comment, Martin pour l'écologie. Ils ont décidé de demander la démolition des bâtiments qui ne respectent pas le permis de construire. Donc, ensuite, on sait que ça ne se fera pas. Il n'y aura pas de nouveau permis qui sera permis pour ça. Qu'est-ce que c'est cette ferme des 1000 vaches? C'est une agriculture industrielle, puisque l'État donne des subventions pour faire des méthaniseurs sous prétexte d'énergie verte. Donne des subventions quand elle rachète l'électricité produite par ces méthaniseurs sous prétexte d'énergie verte. Donc, le gars qui a un méthaniseur, surtout un énorme méthaniseur, il touche tellement de subventions que c'est les pouvoirs publics qui paient, ou nous, nos impôts. Et pour faire ça, pour avoir le méthaniseur, donc ils ont décidé d'avoir beaucoup de vaches à la fois. 1000 vaches, plus ce qu'on appelle les élèves, les animaux qu'on élève, ça faisait 1600, 1700 vaches, dans le même lieu, qui vont jamais dehors. Ça suppose, donc ces vaches, ça aurait créé entre 14 et 15 emplois, alors que si on fait le calcul pour des fermes en agriculture paysanne, 50 vaches en moyenne c'est 2,1 emplois. Donc vous calculez combien ça faisait d'emplois par rapport à ce que ça en aurait fait en niveau agriculture industrielle. Donc déjà pas de création d'emplois, au contraire suppression. Et pour donc des subventions, diminution du nombre d'emplois, pour ces subventions ça aboutit à ça. Et il faut savoir, quand on a un méthaniseur, le méthaniseur il produit du gaz. Ensuite, le gaz, on s'en sert pour faire de l'électricité. À chaque fois, il y a des pertes. Et pour faire... une fois que ce qu'on a mis dans le méthaniseur est transformé en gaz, ça fait ce qu'on appelle un digestat. Le méthaniseur, c'est un énorme estomac qui digère. Ce digestat, c'est une espèce de boue liquide qu'il faut étendre sur des terres qui sont très riches en azote, très producteur de gaz à effet de serre, donc pas écologique contrairement à ce qu'on dit. Et il fallait à peu près 3000 hectares pour épandre ce digestat. Donc pas du tout écologique. Il ne les avait pas, ces 3000 hectares. Il les cherchait vainement. À quelques, je ne sais plus, je crois que c'est 20 km de la baie de Somme, qui a de la chance, il n'y avait pas encore d'algues vertes. Ça n'allait pas tarder. Donc voilà, ça c'est le genre d'agriculture qu'on ne veut pas, qui ne produit pas vraiment d'une alimentation de qualité. Le lait produit là n'est absolument pas de qualité, puisque c'est produit, en plus ils achètent du soja au Brésil, donc, ou aux États-Unis, enfin bon, ils font venir avec des bateaux. Donc vous voyez, au niveau écologique, c'est absolument rédhibitoire. Il fallait arrêter ce projet. Les pouvoirs publics ont décidé de le faire et c'est une bonne chose. De plus, ce monsieur Ramery, là, entrepreneur BTP, avait dit qu'il ferait son lait à 270 € la tonne. Aujourd'hui, le prix de revient d'une tonne de lait, c'est plutôt 370 € la tonne. Tout le monde aurait été obligé à terme de produire à 270 € la tonne. Les producteurs de lait disparaissent déjà beaucoup, ils seraient disparus encore en plus grand nombre. Et ce combat-là, il a donc été mené par Envie de Paysan. Par la campagne Envie de Paysan. D'accord. Et c'était le combat phare. Le combat phare de la campagne Envie de Paysan. Voilà. D'accord. C'est ce qu'on ne veut pas. D'accord. Voilà. Ouais, c'était l'exemple, la bête noire de ce qui peut de l'agriculture voilà. telle que vous la concevez. Et ce qu'on a combattu aussi, c'est l'histoire des semences paysannes. Et on a occupé la semaine dernière le GNIS. Le GNIS, c'est Groupement National Interprofessionnel des Semences. Et on l'a pas occupé longtemps, puisque le ministère nous a suivis très rapidement, au bout de quelques heures.
ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une loi qui est passée avant la loi d'Avenir, qui est passée d'abord au Sénat, qui s'appelle la loi sur les contrefaçons. C'est une loi pour lutter contre les sacs contrefaits ou les je sais pas moi, les chaussures de marque, ou j'en sais rien, ou la haute couture, ou de ces choses-là. Ou d'autres choses, hein. Moi je dis ça, mais bon, je connais pas vraiment. C'est-à-dire chaque fois qu'une entreprise a déposé un brevet pour un objet, c'est pas normal que ce soit copié, voilà. Sauf que, nous, il y a quelque chose contre lequel on lutte depuis longtemps, c'est contre le brevet du vivant. Déposer un brevet pour une semence, alors que la semence appartient à tous, que les paysans travaillent les semences depuis des siècles, et qu'ils les multiplient, ils les ressèment, ils en gardent une partie, ils choisissent les plus belles, et ils ont amélioré les plantes comme ça, en prenant du temps, certes, sans faire de OGM et tout ça, mais tranquillement, ils ont amélioré. Aujourd'hui, les semenciers, ils ont décidé que c'était eux qui faisaient ça, ils brevettent. Et si on trouve chez un paysan une semence qui, entre-temps, a été déposée par un semencier, la loi des contrefaçons permet de détruire toute la récolte du paysan, puisque, soi-disant, il a contrefait la semence du semencier. Même chose avec les gènes, parce qu'ils brevettent des gènes, ils brevettent des gènes animaux. Ils ont breveté, par exemple, aux États-Unis, le gène d'un cochon. Un gène de cochon, celui qui transforme plus facilement ce qu'il mange en protéines plutôt qu'en matière grasse. C'est un gène pour maigrir, en fait. Si nous, on avait ce gène, ça nous éviterait de grossir. Mais enfin bon, je veux dire, c'est quelque chose que les paysans font depuis longtemps, de garder le cochon qui... Autrefois, on gardait les cochons les plus gras. Maintenant, avec la mode aujourd'hui, c'est de garder les cochons qui sont les moins gras. Gros, mais pas gras. Les paysans, ils savent faire ça, ils gardent la race qu'il faut et tout ça. Maintenant, si c'est breveté, si on découvre que, eh bien, on peut dire, toi, tu vends un cochon qui a tel gène, t'as pas payé pour ce gène, donc on va te détruire ton cochon. On a réussi à obtenir, non pas pour les cochons et tout ça, on a obtenu que pour les semences, mais on va continuer à se battre pour que rien de vivant ne puisse être breveté de ce qu'utilisent les paysans, par exemple, les ferments pour faire des fromages. Vous avez du lait, vous faites du fromage, vous gardez un peu oui, on peut dire de semences, quoi, de fond de cuve, on peut appeler ça pour le lendemain, pour refaire vos fromages demain. Si dans votre fond de cuve, il y a des ferments que les industries ont brevetés, on pourrait détruire vos fromages. Pour le vin, c'est pareil, pour tout. Le vin du pain. Voilà. Donc c'est carrément, on s'attaque aux outils de travail des paysans. Les semences, c'est un outil de travail. Les ferments, c'est un outil de travail. Donc ça, la campagne Envie de paysan s'est beaucoup battue là-dessus et on a gagné un petit peu là, puisque l'État s'est engagé dans la loi d'avenir à mettre un amendement dans lequel il sortira les semences de ferme. Pour nous, c'est pas suffisant, il fallait sortir tout, ferment, levure, etc. Bon, on attend la suite, on se bat pour la suite. Et donc ça, c'est la campagne. Et Envie de paysan, c'est la Confédération paysanne, Oui. donc le syndicat voilà, agricole, aujourd'hui pas majoritaire en France, puisque c'est porté par ce syndicat-là, ou c'est plus large que. Non, c'est porté par la Confédération paysanne. Uniquement par la Confédération paysanne. En lien avec des syndicats. Mais Envie de paysan, c'est français. Mais sinon, on travaille aussi avec des syndicats européens qui sont proches de nous, en Espagne, en Autriche, en Allemagne, en Belgique. Il y a des syndicats qui sont proches de la Confédération paysanne, qui défendent une agriculture paysanne. Et quand on fait des actions à Bruxelles, par exemple, on travaille avec eux. Ça s'appelle ECVC, donc ça c'est anglais, en fait, c'est un sigle anglais, Européenne Coordination Via Campesina. Bon. C'est-à-dire, nous, Via Campesina, c'est un syndicat mondial. C'est le seul syndicat mondial qui a autant d'adhérents. C'est un syndicat qui, au départ, a été créé avec la Conf. Voilà, donc c'est un syndicat où on retrouve des gens de... Cette année, si on peut dire, l'Assemblée Générale de Via Campesina, ça s'est passé en... Ah ben j'ai oublié le nom. Enfin, en Asie du Sud-Est, mais je ne me souviens plus du pays. Voilà. Mais donc ça peut se passer en Amérique du Sud. On a des amis en Afrique, en Amérique du Sud, dans tous les pays du monde. Voilà. Donc on travaille avec eux. Mais en France, on n'est pas d'accord avec... Il n'y a qu'un seul syndicat avec lequel on partage quand même pas mal de choses, c'est le MODEF, qui est un syndicat qui existe en Auvergne, en Aquitaine, dans les Landes et dans le Lot-et-Garonne, voilà, et entre autres. C'est un syndicat avec lequel, quand on se rencontre au ministère, on partage des choses identiques. D'accord.
Et donc, donc le but, donc c'était donc, si j'ai bien compris, donc à la fois donc de voir un peu comment la PAC donc se mettait donc en place au niveau en France et donc essayer d'éviter certaines dérives, puisqu'il y avait une marge de manœuvre qui était laissée donc au pays pour appliquer la PAC. Et donc c'était aussi d'influencer sur la loi d'avenir agricole ou pas du tout? Ah oui, 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 oui. Alors c'est quoi l'origine? Comment pourquoi cette loi? Comment ça s'est passé? Nous, on n'est pas bien évidemment à l'origine de la loi. C'est le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, qui a décidé de faire une loi. En fait, lui, il espère. Enfin, je dis ça, c'est pas lui qui le dit, hein, c'est moi qui le dis. Il espère être inscrit dans l'histoire avec cette loi. Je pense qu'il sera pas à la hauteur d'un Pisani. Hein, bon, mais il avait peut-être de l'ambition. À l'arrivée, c'est pour nous, la Confédération paysanne, on juge que le résultat n'est pas à la hauteur des ambitions affichées au départ. Hein, bon, nous, quand on a su, dès le début, quand on a su qu'il y avait cette loi, on a été invités de toute façon au ministère pour participer à des groupes de travail, pour donner notre avis sur, par exemple, comment sauvegarder les terres agricoles pour qu'elles restent agricoles, pour que les gens qui veulent devenir paysans puissent trouver du foncier, etc. Par exemple. Ça, c'est un gros morceau de la loi. On a donné beaucoup notre avis, beaucoup ont travaillé. Il y a des avancées à ce niveau-là dans la loi. Quelques avancées. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? À propos de l'installation. Moi, je suis assez spécialisée au niveau de l'installation des nouveaux paysans. Donc j'ai participé à beaucoup de réunions au ministère qui s'appelaient les assises de l'installation. Et on a vraiment donné notre avis pour que tous ceux qui veulent devenir paysans puissent être aidés pour le devenir, qu'il n'y ait pas de blocage, puisqu'il y avait beaucoup de blocages. Dans la loi, il y a des choses, des avancées à ce niveau-là. Des petites avancées. Nous, on n'est jamais satisfait. On trouve toujours que ça peut mieux faire. Cependant, il y a quelques avancées. Le statut du paysan a été redéfini, l'actif paysan. Il faut que ce soit quelqu'un qui travaille en tant que paysan, pas quelqu'un qui a par exemple des actions dans une société paysanne, qui achète des terres et puis qui d'un seul coup se retrouve, par exemple, comme Dassault, qui touche des primes PAC. Dassault, il n'est pas paysan. Voilà, donc ça ne devrait plus exister, par exemple, ce genre de choses. Dassault, c'est un exemple. Mais il y a plein de gens qui sont retraités, par exemple, ils sont plus paysans et ils peuvent encore toucher des primes PAC. Il n'y a pas de raison. Les primes PAC, c'est pour... normalement, l'objectif, c'est pour aider les paysans, pour compenser le fait que les matières agricoles soient vendues trop peu cher pour qu'ils puissent quand même en vivre. Voilà. Donc nous, on a participé à des groupes de travail. Et ensuite, une fois que la loi a commencé à être écrite de plus en plus fixée, eh bien, en fait, notre action de syndicaliste... Elle a deux pieds, si on peut dire. Un pied dans la négociation, dans les groupes de travail, où on discute avec le pouvoir, entre guillemets, où on pourrait être taxé d'être co-gestionnaire, ce qu'on essaie de jamais être. On dit toujours ceux avec qui on n'est pas d'accord, etc. On ne gère pas. On ne va pas écrire, on ne va pas tenir la main du ministre pour qu'il écrive ce qu'on veut. En revanche, il n'écrit pas ce qu'on veut, on lui dit ouvert. On dit, mais on ne refait pas la loi, on ne s'appelle pas Xavier Belin, nous. Hein. Et deuxième pied, c'est les actions. C'est-à-dire qu'on ne se sent jamais... On se sent toujours libre, disons, même si on va travailler dans des groupes de négociation, ça n'empêche pas qu'en même temps, moi ça m'est arrivé, j'étais au ministère, je discutais sur comment on allait distribuer telle et telle prime à qui, etc. La FNSEA qui demandait à ce qu'il y ait des planchers, qu'on ne donne pas à ceux qui n'ont pas 30 vaches, donc pas les petits, que les gros. Ils éliminaient la moitié des éleveurs en faisant ça. Et pendant ce temps-là, j'entendais du bruit dehors. C'était des copains qui manifestaient devant le ministère. Il y avait les CRS, etc. Donc moi j'étais une jambe et ils étaient l'autre jambe. Moi souvent je suis dans la jambe des actions, voilà, mais c'est... moi je suis contente parce que depuis 1 an, grâce à la campagne Envie de paysan, la conf a retrouvé son côté un peu combatif, voilà. Et ça, et du coup, on gagne des choses. Et ça, il faut qu'on fasse des actions. On ne peut être que combatif quand on est un vrai syndicat. Et comment vous associez éventuellement
la population ou des gens qui ne sont pas paysans, mais qui ont peut-être aussi envie d'avoir une agriculture paysanne, pas forcément effectivement se souhaiter bonne chance quand ils passent à table, mais qui peuvent aussi peut-être s'inquiéter sur les prix. Est-ce que ça ne va pas leur coûter plus cher? Comment cette réflexion-là, enfin tout ce discours-là autour donc d'une agriculture qui serait plus proche et plus peut-être moins importée ou moins productiviste, ou enfin plutôt moins industrielle. Comment ce débat-là est mené alors dans la population, parce que 3% de paysans, finalement, ça fait peut-être pas beaucoup pour faire bouger les lignes. Voilà, c'est ça. Il y a déjà longtemps que la Conf s'est rendu compte que comme on diminuait, le nombre de paysans diminuait beaucoup, rapidement, qu'il fallait absolument pour sauver justement une alimentation de qualité, enfin, et puis pour essayer de faire bouger les lignes, justement, qu'il fallait travailler, informer le citoyen, il y a une association d'ailleurs qui s'appelle les consommateurs. Donc nous, on travaille vraiment beaucoup avec les citoyens. Et de plusieurs façons. Alors déjà, cette campagne Envie de paysans, il y a toute une campagne en même temps sur Internet, avec les gens qui peuvent signer des pétitions, les gens qui peuvent... donc il y a tout... Aujourd'hui, ça fonctionne beaucoup comme ça, hein, ce qu'on appelle les réseaux sociaux, etc. Donc là, ça marche très très bien. Par exemple, les gens qui mènent cette campagne Envie de paysans, ils ont fait comment on pourrait dire, un clip, ou je ne sais pas comment on appelle ça s'appelle La Vache en colère. C'est très rigolo, d'ailleurs, il faut aller voir, on va voir envidepaysan.com, je crois, et puis on voit La Vache en colère, et c'est une chanson, voilà, elle a été beaucoup vue, cette chanson. Donc ça signifie que les gens s'y intéressent, et puis quand on fait une action comme le GNIS, par exemple, la semaine dernière, on a eu plein de mots d'encouragement sur Internet. Donc on sait que les citoyens qui se tiennent au courant, qui s'informent, ils sont d'accord avec nous. On est le seul syndicat qui travaille vraiment, on ne dit pas... il y en a marre, des gens qui... on entend souvent ce discours, on ne va pas se faire imposer, on va pas... si on veut mettre des nitrates, on en mettra, on ne va pas diminuer le nombre de nitrates, etc. Ce n'est pas du tout notre discours, parce que nous, on mange aussi. Il y en a peut-être des paysans qui ne mangent pas, hein, mais nous, on mange, donc on a envie de manger bien. Bon. Donc, et on se rend compte que ça fonctionne bien. Et le pouvoir le sait. Et s'il nous suit, si on gagne, c'est parce que les consommateurs sont avec nous. Et dans la campagne contre la ferme des 1000 vaches, il y a une association qui s'appelle Novicem, qui sont composés surtout d'habitants de la Somme, qui luttent contre, et on lutte ensemble. Leur avocat nous aide, parce qu'on a eu des gens qui étaient en garde à vue, etc. Quand on fait une action, on n'est pas dans l'impunité totale comme certains syndicats qui se permettent de faire n'importe quoi et qui ne sont jamais en procès. Nous, chaque fois qu'on fait quelque chose, on est en garde à vue. Enfin bon, on sait comment ça se passe avec la Confédération paysanne. Hein, ils savent nous mettre en prison. Donc, on travaille avec eux. Autre chose, nous, on a une association qui est proche de nous, qui s'appelle les Amis de la Conf. Et les gens peuvent adhérer aux Amis de la Conf. Il y a une association donc nationale et il y a des Amis de la Conf dans tous les départements. Et nous, par exemple, en Dordogne, on a une cinquantaine de gens qui sont adhérents aux Amis de la Conf. Et les Amis de la Conf nous aident financièrement. Quand on fait une action, ils nous aident, ils viennent pour nous aider, pour être devant l'Assemblée nationale, pour imposer que la loi soit mieux. Enfin, ils sont là. Souvent, ils s'occupent de logistique. Ils font les sandwichs. À Strasbourg, c'était eux qui faisaient la soupe et les sandwichs. Voilà. Bon, par exemple, c'est des petites choses, mais c'est vraiment très, très important pour nous. Et puis, localement, ce qu'on fait, nous, en Dordogne, on fait des fermes ouvertes. On va d'ailleurs en faire une le 15 février, c'est un samedi, c'est dans 15 jours. Et il y a une femme qui a du mal à préserver sa ferme. Elle est en redressement judiciaire et vous savez ce qui se passe quand il y a un redressement judiciaire. Il y a une personne, moi j'appelle le vautour, c'est pas gentil pour le vautour, mais ils essaient de faire disparaître les fermes. Hein. Quand on est en redressement, on n'hésite pas à nous redresser, on nous liquide très rapidement. Donc on fait une ferme ouverte chez elle et on invite tous les citoyens à venir. En général, il y a beaucoup de citoyens qui viennent, ils vont acheter ses produits. Elle fait des produits de beauté, elle cultive des roses, et elle fait de l'eau de rose et d'autres plantes pour faire des produits de beauté en particulier. Et donc il y a plein de gens qui vont venir pour acheter ces produits. Nous, on a fait une ferme ouverte sur notre ferme pour montrer, pour être transparent, pour dire, voyez, on vous vend du vin, on vous vend de la viande, on vous vend du lait, mais voyez voir comment on produit. Venez voir comment on produit.
Donc c'est notre façon de faire pour être en lien avec les citoyens. Et ça, les citoyens sont très demandeurs de ça. Et ça passe comment alors cette communication-là comment on sait qu'il y a des fermes ouvertes, comment on sait ce genre de choses? Oui. Sur notre site Maison des Paysans, on a des tracts, on affiche, voilà. C'est jamais assez, mais on essaie que ce soit bien. On va le mettre dans le journal, voilà. D'accord. Sur Bergerac, alors est-ce que vous pourriez, enfin sur Bergerac ou sur la Dordogne, donc cette campagne Envie de Paysan, quelles ont été là, je sais pas, c'est né quand la campagne Envie de Paysan? Ça fait combien? C'est un an? Ça fait combien de temps à peu près que c'est? Un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an. Alors sur un an, par exemple, en Dordogne, quelles ont été les principales actions? Il y a eu la fête de l'agriculture paysanne qui faisait partie de la campagne Envie de Paysan. Et puis il y a eu des fermes ouvertes un peu partout en Dordogne. Voilà, donc il y a des petits événements un peu partout. Moi j'étais encore en Lot-et-Garonne, c'est à côté, hein. Il y a 2 jours, et ça faisait partie de la campagne Envie de Paysan, une conférence sur la PAC pour expliquer aux gens ce qu'était la PAC. D'accord, donc il y a des conférences, il y a des fêtes, des fermes ouvertes, des actions, voilà, un peu plusieurs choses, quoi. Mais à chaque fois, dans cette campagne, c'est beaucoup la rencontre avec les citoyens, beaucoup. D'accord. Et là, on est finalement en période pré-municipale. Est-ce que, pour le coup, il y a des actions qui seraient envisagées ou pas du tout parce que ça se joue à un autre niveau, à un niveau national ou départemental? Ou est-ce que cette campagne municipale, vous allez essayer de faire entendre aussi la campagne Envie de Paysan à ce moment-là? Mais je ne sais pas si on va l'appeler campagne Envie de Paysan dans le cadre des municipales. En fait, c'est chaque paysan chez lui qui intervient auprès de sa commune, auprès de ses élus. Par exemple, quels sont les rôles des communes? C'est surtout au niveau du foncier. C'est-à-dire faire tout pour qu'il reste du foncier agricole et qu'il reste des paysans sur sa commune. Il y a des maires ou des conseillers municipaux qui s'en moquent totalement, qu'il y ait des paysans. Même ils trouvent que les paysans, c'est drôlement gênant. Hein, donc nous, on est là pour rappeler attention. Si vous voulez qu'il y ait des paysans, si vous voulez avoir de la nourriture de qualité, si vous voulez, il faut qu'on reste, nous, il faut qu'on continue d'être présents. Il ne faut pas nous demander d'aller sur la commune d'à côté. Parce qu'on a des vaches, et que les vaches, ça fait des mouches. Oui, c'est sûr. Et les coqs, ça chante. Et les coqs, ça chante, et voilà, et etc., etc. Hein, donc, nous, on n'est pas pour l'agriculture industrielle. Par exemple, quelqu'un qui a déjà 4 énormes poulaillers, ça se passe dans le Bergeracois, et qui multiplie par 2 d'un seul coup sa production, alors qu'il aurait pu faire une autre forme d'agriculture, il aurait pu créer des emplois, etc. Là, il ne crée pas d'emplois. Il fait ses poulaillers d'une manière industrielle. Là, ça, c'est trop. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Donc, vous voyez, on défend une forme d'agriculture, l'agriculture paysanne, mais il y a des communes, ils préféraient qu'il n'y ait pas de paysans du tout. Ils préfèrent bien proper, des petits jardins, des fleurs, et puis c'est tout. Hein. Pas de bêtes, ça sent mauvais, etc. D'accord. Mais ça veut dire, donc effectivement, par contre, vous, même au sein donc, du Bergeracois ou la Dordogne, d'une façon plus générale, donc vous êtes quand même pour une certaine agriculture qui fait effectivement, qui est plutôt des fermes petites ou moyennes, plutôt que des grosses fermes. Ça, c'est quelque chose que vous défendez? Ah oui, oui, toujours. D'accord. Et alors, mais on pourrait vous dire que pour le coup, en termes de prix, peut-être que le prix de revient n'est pas le même. Est-ce que cette discussion après sur combien ça coûte, est-ce que ça coûte plus cher, quels arguments, des gens qui seraient capables donc d'une agriculture paysanne, parce que c'est souvent ça aussi que l'on un des arguments qui est porté en disant mais finalement c'est dans la vague des choses, nous on s'occupe plus de l'agriculture parce que maintenant on est dans une société de la connaissance et de l'intelligence, donc finalement on apporte autre chose dans cette grande mondialisation et donc voilà, c'est d'autres qui vont nous apporter notre nourriture et nous on va apporter du savoir et comment vous réagissez, vous et donc finalement et ça nous permet d'avoir notre nourriture moins chère et voilà. C'est pas moins cher si on tient compte du coût total, coût de transport, coût écologique, coût etc. déchets. C'est pas moins cher. Coût santé. Voilà. Si on tient compte de tous les coûts, la nourriture qu'on trouve soi-disant à bas prix, elle est en fait très chère. On va la payer très cher. D'autre part, le producteur lui-même, ce qui est produit dans le cadre de l'agriculture industrielle, il est souvent totalement intégré à une grosse
entreprise qui va à la fois lui fournir les petits, par exemple si on parle de poulet, admettons, hein, qui va lui fournir les poussins, qui va lui fournir les aliments dans lesquels il y aura des antibiotiques automatiquement, par exemple. Et puis à la fin, il lui achètera les poulets au prix qu'il décidera d'acheter. Donc au début, et puis il l'aide, souvent il donne une aide pour construire ces bâtiments. Au début, pour l'inciter à construire ces bâtiments, parce que l'entreprise, plus elle a de gens qui font ça, plus elle peut faire baisser son coût des poulets. Et puis comme ça, ceux qui gagnent, c'est pas le producteur, hein. C'est la grosse société coopérative et tout ça. Parce que même les coopératives, ils ont beau être coopératives, ils ne sont pas pour les coopérateurs, hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au début, on donne une certaine marge aux paysans. Puis un jour, on va dire non, écoutez, hein, l'aliment, il a augmenté. Les poulets, ils ont baissé. C'est vous qui nous devez. C'est pas nous qui allons vous payer. Elle peut se produire comme ça. C'est-à-dire que le gars, il travaille pour rien ou très peu. Il n'arrive même plus à rembourser ses bâtiments, etc. Donc finalement, ça rapporte pas plus, contrairement à ce qu'on croit. Au début, ça semble une aubaine, parce que pendant longtemps, enfin ces dernières années, il y a beaucoup d'élevage de poulets qui se montent. Pourquoi? Parce que la France a changé les normes. C'est-à-dire a dit qu'il faut mettre 2 fois moins de poulets au mètre carré. Conclusion, ceux qui avaient par exemple, admettons 40 000 poulets, ils ne pouvaient plus en mettre que 20 000. Donc il y avait la place pour mettre 20 000 poulets ailleurs. Mais ça y est, on revient maintenant. Les poulets, ils ont tellement lancé des constructions de bâtiments qu'à nouveau, le prix du poulet va baisser. Et donc, le paysan, il ne s'en sortira pas. Donc, si nous, on est contre ça, c'est pas seulement pour... c'est pas pour nous, pour prendre la place, c'est simplement pour dire attention à ce que vous faites. Vous êtes en train de vous engager dans une agriculture dans laquelle, à moyen terme, vous n'allez pas en vivre. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Vous aurez affaire au liquidateur un jour, bientôt. Voilà, on n'a pas intérêt à ça, nous non plus. Et à ce moment-là, d'ailleurs, est-ce qu'on peut se dire encore paysan ou est-ce qu'on ne devient pas finalement plutôt presque un travailleur, enfin je veux dire... quand c'est comme ça... plutôt un ouvrier agroalimentaire, oui, plutôt qu'un paysan. Sauf qu'on n'a pas de salaire quand on voit des reportages, c'est parfois effectivement, il n'y a plus aucune autonomie, plus aucune prise de décision possible. Et c'est ce qui se passe en Bretagne aujourd'hui, hein. En Bretagne, ils ont fait ce choix d'une agriculture industrielle pour les cochons, pour les volailles, tout ça. Et maintenant, ils sont très mal. Parce que les entreprises qui leur achetaient leurs poulets, cochons et tout ça, ils arrêtent parce que maintenant, c'est transformé en Allemagne. Et donc, ils font des manifs, ils mettent des bonnets rouges et tout. Mais c'est pas contre l'État qu'ils auraient dû se battre. C'était contre ceux qui les ont installés là-dedans. D'accord. Ok. Par rapport à ça, là j'ai été perturbée. Merci Philippe. 5 minutes. D'accord, ben voilà. Bon, ben, je vais vous laisser, je vais vous laisser conclure. Malgré tout, moi, j'avais entendu une fois, je crois, sur France Culture, qui disait, mais finalement, comme le consommateur a l'impression qu'il paye sa nourriture moins cher, mais finalement, c'est le budget de l'État qui finance. Donc c'est un leurre, et donc on pourrait faire autrement. Est-ce que vous pourriez donc nous résumer un peu l'agriculture que voudrait Envie de Paysans et la Confédération Paysanne alors? C'est-à-dire si l'État avait fait le choix, l'État et l'Europe avaient fait le choix de primes PAC juste, plafonnées par actif paysan. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un est paysan actif, il pouvait avoir, c'était un genre de revenu garanti entre guillemets, et à condition qu'il produise une certaine forme de nourriture, bon, contrôlé bien sûr, régulé. Avec un cahier des charges alors. Avec un cahier des charges, oui. Qui pourrait être discuté démocratiquement. Enfin, voilà. À ce moment-là, la nourriture ne serait pas plus chère, elle serait de meilleure qualité, elle serait produite localement, et tout le monde y gagnerait. Parce que les impôts, ça coûterait moins cher d'impôts, parce que les primes PAC, ça coûte cher hein, quand même pour tout le monde. On a l'impression qu'on achète au supermarché du poulet pas cher, mais il y a eu des primes PAC entre-temps. Hein. Et il faut savoir que les entreprises qui transforment du poulet, là, qui les mettent en... On a l'impression que les poulets ne sont formés que de cuisses, là, puisque le reste, ça va aux pays d'Afrique, puisqu'ils sont bien bons pour manger ce qu'on ne veut pas. Eh bien, ces entreprises-là touchent 60 000 de primes PAC, 60 000 euros par salarié de leur entreprise. Et ils pleurent. Et vous vous rendez compte, c'est pas ce qu'ils donnent aux salariés, les 60 000 euros. Donc, vous voyez, 60 000 euros, d'une certaine façon, c'est donc au travers de nos impôts que l'on les paye. Voilà, pour faire cette nourriture de mauvaise qualité.
ils pourraient faire autrement. Alors, 2 questions pour finir. Quelles prochaines actions donc, pour envie de paysans là, dans les mois qui viennent et aussi une question peut-être importante, est-ce que finalement il y a beaucoup de personnes qui veulent s'installer en tant qu'agriculteurs? Parce que y a-t-il des gens qui, eux, ont envie d'être paysans? Oui, il y a beaucoup de gens qui veulent être paysans. Et nous, on a une association qui aide justement ces futurs paysans à s'installer, qui s'appelle la Maison des Paysans, qui aide aussi des paysans qui sont sur le point de partir à la retraite à transmettre leur ferme, parce qu'il ne pourra pas y avoir de nouveaux paysans si les paysans ne transmettent pas leur ferme, s'ils les vendent aux voisins pour qu'ils s'agrandissent, parce que les paysans sont responsables aussi de ça. Donc ça, par exemple, les animatrices de la Maison de Paysans suivent une 50aine de personnes qui veulent s'installer en Dordogne, qui ont beaucoup de mal à trouver du foncier. Et donc une de nos actions en Dordogne sera sans doute sur le foncier pour alerter les pouvoirs publics. C'est bien joli, il y a des paysans, ils viennent, ils travaillent pendant 1 an, ils passent des diplômes, ils font des formations et au bout du compte, en Dordogne, ils ne trouvent pas de foncier pour s'installer. Parce qu'on les donne, on les vend à d'autres pour s'agrandir. On vend les terres à des paysans pour s'agrandir et on ne les laisse pas pour des jeunes ou moins jeunes qui veulent s'installer. Voilà, donc nous, ce sera nos actions, sans doute, lutter pour ça. D'accord. Ben, merci. Merci à vous.